J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque l'on accueille Nathalie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais très bien, merci. Je suis hyper contente de faire cette interview avec toi. Et c'est une des premières fois où je me fais interviewer, que je suis de ce côté du micro. Et j'ai hâte. Je suis trop contente. Et on va aujourd'hui du coup parler de positionnement puisque c'est une notion qui est hyper importante, que ce soit tant en business, que ce soit tant en création de contenu. Mais avant que l'on aborde un petit peu plus ce sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui? Ouais, bah carrément. Et justement, la manière dont je vais me présenter, ça va un peu faire partie du positionnement parce que c'est un peu la phrase clé que j'aime dire. J'aime bien dire que je suis une réinventeuse. Donc, j'ai plusieurs cordes à mon arc aujourd'hui. J'ai quitté le monde de corporate en Île-de-France pour me réinventer et pour tester différentes expériences de business. Et aujourd'hui, eh bien, je suis consultante marketing et en communication engagée pour les femmes. Donc, je me suis donné un peu la mission de faire briller plus de 500 femmes entrepreneurs ou dans des associations ou des chefs d'entreprise grâce à plusieurs outils. Mes outils, ce sont le personal branding, la communication engagée et l'univers de marque. Et donc, mon quotidien, ben, ça ressemble à ça, à échanger avec des femmes, enregistrer des podcasts, les interviewer. Et je travaille en solo ou aussi en agence agile parce que j'ai fondé la Reinvent Factory Mhm. justement, où je m'entoure de femmes, de réinventeuses qui ont des compétences complémentaires aux miennes pour justement accompagner les femmes à briller, à mettre plus d'ampleur à leur activité. Donc voilà, c'était une présentation un petit peu longue, mais ça montre justement les éléments essentiels du positionnement dont on va parler. Tu as déjà fait plein de trucs, tu as déjà développé plein de choses, ça fait plusieurs années maintenant que tu es là-dedans. Et quand on a préparé cette interview, tu m'as dit, je ne veux pas parler juste de positionnement, je veux parler de positionnement unique. Qu'est-ce que tu entends justement par cette nuance qui semble presque très minime, mais qui dans le fond va faire toute la différence? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu presque ta définition de ce terme-là et de comment Oui. toi, est-ce que tu vois les choses en business? Ouais, bah, carrément. Bah, déjà, le positionnement, moi, c'est pas quelque chose de nouveau parce que bah, j'ai navigué dans le monde du marketing depuis plus de 12 ans, mais dans des grands groupes. Donc, le positionnement, c'était quand même un petit peu la base quand on lançait un produit, quand on voulait surtout aller sur un nouveau marché. Mais je l'ai un peu adapté à la sauce entrepreneuriale et j'aime bien faire le symbole d'un triangle pour le positionnement unique, pour parler justement des trois clés qui vont servir aux entrepreneurs qui nous écoutent pour justement, elles aussi, se questionner sur leur positionnement. Pourquoi c'est unique? Parce que déjà, le sommet du triangle du positionnement, selon moi, il part de toi, de qui tu es et de ta marque. C'est-à-dire que ça crée déjà le premier spectre d'unicité. Le deuxième élément du positionnement unique, c'est ta proposition de valeur. C'est ce que tu vas proposer, ton offre, mais qui va mêler en fait une partie de ton expérience, une partie de tes compétences et une partie en fait de ta touch. Donc ça, en fait, la partie, le troisième élément du positionnement, c'est la manière dont tu vas le faire, parce que c'est ce qui va te rendre unique. Toi, tu as un background qui est différent du mien, moi j'ai un background différent du tien, et du coup, ça va permettre de révéler un peu ta touch et qui va faire ce côté unique, et donc c'est le troisième petit sommet ici. On fait un cours de géométrie en même temps. Et sans ces éléments clés, en fait, sans ces trois triangles, eh bien, ça va être difficile de communiquer et de gagner confiance en ton activité. Parce que si un des triangles, un des sommets du triangle est bancal, eh bien, ça fait que tu perds confiance en toi, mais surtout que les personnes, elles comprennent pas forcément ce que tu fais. Donc, le positionnement unique, c'est vraiment de mettre ces trois ingrédients au centre de ce que tu vas faire et communiquer et qui va driver un petit peu tes actions business, mais aussi tes actions de connexion au quotidien, en fait. Mhm. Tu parlais du coup que cette notion, toi, tu l'as découverte dans les grandes entreprises et dans les grands groupes dans lesquels tu as travaillé. Une chose, c'est de travailler le positionnement de d'autres marques avec lesquelles tu as des briefings, etc. Une autre chose, c'est de travailler son positionnement. La connaissance de soi, ça n'a rien à voir. Ce sont vraiment, c'est un autre travail, limite, j'ai envie de dire. Euh, Toi, quand tu as voulu travailler cette notion pour ton business, est-ce que tu as ressenti que tu avais ici quelques blocages ou quelques frictions qui faisait que tu n'arrivais pas justement à faire ce travail de connaissance de soi et vraiment parce que de ce qu'on entend, il faut vraiment réellement bien connaître sa personnalité pour Hmm. oser prendre sa place. Toi, est-ce que ça a été un long fleuve tranquille parce que dès le début, tu as capté? Ou quelles ont été les difficultés que toi, tu as rencontrées en tant qu'entrepreneur, mais également dans le projet des personnes que tu accompagnes aujourd'hui?
Je pense que c'est une question hyper intéressante parce qu'elle va en profondeur de... moi, je sais, la plupart des entrepreneurs que j'accompagne, elles ont comme moi une expérience avant, donc une expérience de salarié souvent longue. Donc, elles se sont souvent été cadres ou dans des postes de management, donc elles ont souvent 5 à 10 ans d'expérience. Donc, elles partent avec un peu, comme moi, un peu la confiance de vas-y, j'étais trop une manager au top, je vais être une entrepreneur au top. Mais alors que c'est pas du tout le cas. Mhm. Quand on devient entrepreneur, il y a déjà le fait de... On recommence pas vraiment de zéro parce qu'on part avec son sac à dos de compétences, peut-être avec son réseau et peut-être voilà avec des savoir-faire. Mais le game, il est totalement différent. Se connaître en étant entrepreneur, c'est pas la même chose que se connaître en étant salarié. En Mhm. étant salarié, on est porté par une entité, par un titre, et on a un peu la reconnaissance, entre guillemets, pas inné, mais qui est facile de ses pairs. Parce que bon, ok, moi j'étais Nathalie, chef de groupe marketing, tout le monde me connaissait sous ce nom-là, donc j'avais rien à prouver en interne. Quand on se retrouve entrepreneur, même si on a 10 ans d'expérience, on est baby entrepreneur, même si j'aime pas trop ce terme, mais on arrive dans le game, on est nouvelle, et on n'a pas la petite étiquette ou la plaque sur la porte qui te dit salut, t'es chef de groupe, quoi. En fait, salut, t'es rien, t'es nouvelle dans le game. Comment tu fais ça? Et donc, il y a un peu les montagnes russes entrepreneuriales qui, bah, déjà, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais proposer comme offre? Donc, en fait, on se lance souvent sur l'offre en premier. Et on se lance pas sur le travail d'introspection. Parce Mhm. qu'on se dit, bah, en fait, je savais faire ça, bah, je vais proposer ça. Sauf que proposer la même chose, donc moi, au début, pour que ce soit parlant aussi à nos auditrices et nos auditeurs, mais je pense qu'il y aura plus d'auditrices, Mhm. moi, je me suis dit, j'ai envie que tout le monde soit des expertes marketing comme moi. Alors que, bah, pas du tout. Mhm. Tout le monde s'en foutait de devenir expert en marketing, en fait. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que veut ma cible? Donc, en fait, j'ai commencé par m'intéresser à ma cible. Donc, le cheminement, ça a été, bah, d'abord, j'ai voulu lancer une offre. Ça n'a pas marché. Ensuite, je me suis dit, bah, je vais aller parler à mon audience, à ma cible, voir ce qu'elle recherche. Et là, ça a été un peu la douche froide où elle recherchait pas du tout ce que j'avais en tête au début. Donc, se confronter à sa cible, c'est hyper important. Et d'ailleurs, ça fait partie des études de marché que l'on fait quand on est dans des grands groupes, mais tout à coup, je sais pas, ça s'était envolé quand j'étais devenue indépendante. Et seulement après, je me suis demandé, donc tu vois, dans le triangle magique, ben moi, j'ai le connaissance de soi, je l'ai fait en dernier, parce que je me suis dit, mais en fait, moi, c'est quoi ma zone de génie? Pourquoi les gens, ils aimeraient travailler avec moi? Et qu'est-ce que j'ai de différent? Quelle est ma touch? Et effectivement, ça n'a pas été un long fleuve tranquille parce que ben, pour se faire cette introspection, il faut bah, le faire parfois toute seule, avec ses carnets, mais aussi parfois se faire accompagner. Et ça, je trouve que c'est vraiment game changer de se faire accompagner sur la connaissance de soi d'un point de vue business et de se faire challenger aussi. Parce que du coup, si on reprend le triangle magique, le fait d'avoir quand même une confiance en soi, une offre et surtout la capacité de rebondir. Parce qu'en fait, on va le voir ensuite, on parle de positionnement, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Rien n'est figé. Mhm. Et en fait, d'avoir cette capacité de rebondir et de se remettre en question sans prendre les choses personnellement, je Mhm. trouve que c'est la chose, moi, qui m'a le plus aidée en me disant, mais en fait, même si mon offre ne marche pas, même si je fais un flop dans un lancement, en fait, c'est pas moi, personnellement, Nathalie, qui suis mauvaise, la mauvaise élève de la classe, le mauvais petit canard ou je ne sais quoi. En fait, c'est juste que ben, je n'ai pas eu le product market fit, j'ai pas bien écouté mon marché, j'ai pas fait une offre qui était adaptée. Ok, comment je peux rebondir? Donc, pour répondre à ta question, non, ce n'est pas un long fleuve tranquille et la plupart des entrepreneurs qui se lancent, elles commencent pas par la connaissance de soi, Mhm. alors que c'est l'étape souvent numéro un qu'on zappe et on se prend beaucoup de murs. Donc, si on peut déjà éviter à nos auditrices, si elles sont nouvelles dans le game, prenez le temps de voir sur quoi vous êtes doué. N'hésitez pas aussi parce que moi, j'aime bien inciter des passages à l'action, à demander à 3, 4, 5 personnes autour de vous, dans le spectre professionnel surtout, qu'elles vous fassent un peu un miroir de qu'est-ce que, qu'elles vous disent en quoi vous êtes forte, bonne, douée, qu'est-ce que vous reflétez. Et je pense que ça vous fera aussi prendre conscience. Moi, j'ai fait ça en partant de mon entreprise. J'ai demandé ça à mes ex-collègues. Et je vous jure que j'ai encore les mails et parfois je les relis parce que c'est vraiment ce qu'ils m'ont dit, c'est vraiment en fait aujourd'hui sur quoi je capitalise et c'est hyper fort. Donc si vous pouvez faire ça, faites-le. Et il y a un autre passage à l'action que j'aime beaucoup faire, et je pense que ça pourra aussi vous aider pour comprendre si vous avez justement la bonne image et si vous transmettez vraiment la bonne vision que vous souhaitez sur les réseaux et à travers votre contenu.
C'est une stories sur Instagram, vous prenez une boîte à questions et vous dites juste à votre audience quel est le premier mot qui vous vient quand vous pensez à moi ou quand vous pensez à ma marque. Si vous avez envie d'avoir un truc hyper badass, hyper genre en mode entrepreneur, warrior, etc. et que toutes les réponses c'est ah ben t'es mignonne, ah t'es gentille, probablement que ça ne sera pas aligné. À l'inverse, si vous souhaitez avoir une communication qui est hyper bienveillante, hyper proche, humaine, etc., probablement que le fait d'être gentil ici va coller. Donc c'est hyper intéressant ce que tu disais de trouver et de comprendre ce que nous on veut réellement et comment est-ce que l'on veut être perçu pour justement faire tout ce travail-là de, eh bien maintenant, au-delà de savoir avec qui je vais travailler, je vais aussi comprendre avec qui je ne veux pas travailler. Au-delà de comprendre ce que mon audience veut, je vais également comprendre ce que moi je ne veux pas. Et du coup, il y a vraiment tout ce travail qui est fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant le fait que tu dises, il faut absolument rebondir et évoluer à chaque fois. C'est pas quelque chose qui est figé puisque bah, nous, on évolue en tant qu'entrepreneur, on évolue également en tant que femme. Et bah, généralement, on n'est jamais, moi, la version de 2024, c'est pas la même que la version de 2023 et encore moins la version de 2021. Donc ici, en fait, petit à petit, il faut accepter le fait que ça va évoluer. Euh, Quelle serait, toi, la plus grande erreur que tu vois aujourd'hui dans ce travail de positionnement, que ce soit au début, mais que ce soit aussi peut-être en milieu de parcours? Est-ce que c'est justement le fait de ne pas le faire évoluer? Et justement d'omettre cette idée-là? Ou est-ce que c'est justement le fait de complètement l'enlever de toute sa stratégie juste parce qu'on a peur? En fait, ma réponse, elle serait un peu plus nuancée. Ça va combiner effectivement ce que tu évoques. L'erreur la plus grosse que je vois, en fait, c'est justement ce manque de clarté, en fait, qui va à la fois bloquer. Alors, il y a une chose, ce manque de clarté va bloquer. Mhm, Du coup, la première erreur, c'est le manque d'action. Donc, on va réfléchir 400 000 ans à quel est le positionnement parfait. mhm, Et du coup, on va pas communiquer, on va pas aller questionner son audience, on va se mettre en tête que ah non mais c'est pas parfait donc je peux pas en parler donc je peux pas lancer donc on est dans une spirale négative et on ne passe pas à l'action. Donc il y a ce manque de clarté qui est dans le fait qu'on est dans l'immobilisme et qu'on ne passe pas à l'action, c'est la première erreur que je vois. Donc pour parce qu'on n'est pas que sur OK c'est l'erreur et c'est très bien qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc si t'es OK déjà le premier conseil par rapport à cette erreur ce serait de se dire OK qu'est-ce qui ferait que je sois à 70%? Parce que la plupart des personnes qui sont entrepreneurs et qui nous écoutent, en tout cas moi, celles que je rencontre, elles ont ce syndrome de la bonne élève et mhm, du perfectionnisme. Je l'ai aussi, je l'ai eu aussi. Mais en tout cas, de se demander comment est-ce qu'à 80%, je me dis que, OK, c'est correct d'en parler, même si c'est pas 100%. Donc, moi, là, aujourd'hui, j'ai baissé à 70%, même 50%. Donc, dites-vous, à combien voilà, de quoi j'ai besoin pour pouvoir en parler à 80%. C'est la première chose, pour se dire, il faut que j'en parle, il faut que j'aille tester mon marché et je me laisse le, le droit d'échouer et de réajuster. mhm, Donc c'est la première, on va dire, le premier pansement à la première action, la première erreur. Et la deuxième erreur, c'est quand on se dit, OK, j'ai 80%, j'y vais, c'est le manque de clarté. mhm, C'est-à-dire que ce manque de clarté qui se met dans l'immobilisme, celui qui va te mettre en action, il faut quand même qu'un minimum, tu testes que les personnes comprennent mhm, qui tu es, du coup qu'elles comprennent ton triangle magique. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu vas apporter par rapport aux besoins de tes clients. Parce que parfois, tu vas penser pouvoir apporter quelque chose qui n'est pas la véritable raison, le véritable problème de tes clients. On ouais, va prendre un exemple. Je sais qu'il y a le tien d'exemple qui sera bien, tu pourras rebondir sur ça. Mais moi, j'accompagne beaucoup de coachs en empowerment, de naturopathes. Et souvent, en fait, les naturopathes, elles vont parler très jargon technique. Elles vont vouloir accompagner sur le métabolisme déréglé, les infections, l'inflammation et tout. Mais en fait, toi, madame, qui a un problème, qui a du surpoids, qui te dit que tu as de l'acné, tu ne sais pas que tu as un problème de métabolisme, d'inflammation et je ne sais quoi. Donc, ce manque de clarté, c'est plus le manque de comment tu peux adresser ta cible avec la bonne proposition de valeur qui correspond à son état de conscience à l'instant T. On fait des maths encore, vous avez vu le triangle instant T et tout. On va faire des dérivés, on est fou qui correspond à sa problématique à l'instant T.
Donc ça, c'est hyper important. Donc la deuxième erreur, c'est va parler à ton audience, enfin le deuxième pansement à l'erreur, va parler à ton audience de voir quel est son niveau de conscience par rapport à ce que tu vas proposer et adapte tes mots et ton vocabulaire à ce dont elle a besoin à l'instant T. J'adore le fait que tu aies dit niveau de conscience. Je pense que c'est un terme que peu de gens utilisent et pour moi, c'est la base un peu de tout. Parce que c'est vrai qu'on voit généralement en création de contenu ou même sur les réseaux ou quoi que ce soit, des gens qui vont mettre en avant le nom de leur offre, qui vont parler de leur offre, qui vont parler des transformations et c'est trop bien. Autant parler des transformations plutôt que des modules, franchement, je vous le dis. Parler de tout ce qu'on va changer grâce à l'offre, etc. Ou même de la preuve sociale. Sauf que, en fait, vous allez parler tout seul parce que votre audience n'aura pas ce niveau de conscience de OK, elle a ce produit-là s'appelle comme ça, ou même pire encore, qu'elle n'ait pas conscience de l'importance de ce que vous êtes en train de proposer. Et c'est justement ce que tu disais. Moi, quand j'ai lancé la But First Academy, j'ai créé tout autour du SEO parce que c'est mon expertise principale. Et moi, vu que j'étais tellement la tête dans le guidon, je me disais, mais c'est obligé que les entrepreneurs aient besoin du SEO. Sauf que le SEO vient après, passer 2 ans, passer 3 ans. C'est généralement pas le premier truc que l'on va travailler. Et du coup, je me suis retrouvée face à une audience qui avait un réel besoin, qui avait une réelle problématique autour de la création de contenu. Sauf qu'en fait, j'ai pris le mauvais cheval de bataille parce que le niveau de conscience n'était pas le même que le mien. Et du coup, en fait, j'étais en train de parler toute seule. Donc, le niveau de conscience de votre audience ici, elle va être hyper importante. Est-ce que tu ressens que justement, ce niveau de conscience va également se travailler par rapport à la perception, par rapport au contenu et par rapport au positionnement? Bah oui, carrément. Le niveau de conscience, il va se travailler aussi par rapport à moi, ce que j'appelle, c'est le consumer journey, en fait, le parcours que fait ton client. Et j'aime bien, encore en image, vous avez vu les triangles, donc l'image, j'aime bien dire que les entrepreneurs, elles ont une maison. C'est-à-dire que tu as ta maison digitale ou physique pour celles qui vendent leurs produits. Et les personnes que tu vas adresser, elles sont en train de faire leur voyage. Elles ne savent pas que tu existes, elles ne savent pas qu'il y a ta maison et surtout, elles ne connaissent pas le chemin vers ta maison. Et en fait, pour leur montrer le chemin, il va falloir que tu les adresses sur un niveau de besoin qu'elles ont en ce moment. En sachant que ton audience, elles vont avoir un besoin qui n'est pas forcément exprimé, mais il va falloir leur mettre la puce à l'oreille. Donc ton travail aussi sur la partie communication, toi qui nous écoutes et à nous toutes, c'est de se dire, OK, comment je fais prendre conscience la personne qui est sur son sac à dos dans son voyage, qu'en fait, moi, dans ma maison, je propose des choses, enfin, en tout cas, je peux répondre à un de leurs besoins. Donc, et ça va avec la communication, en fait. Si toi, tu n'es pas au clair déjà sur ce que tu proposes et quels sont les besoins de tes clients, tu ne vas pas pouvoir communiquer de manière percutante et impactante. Impactante, ça ne veut pas dire avoir un grand nombre de followers, même si c'est bien d'avoir une audience. Ça ne veut pas dire que faire des reels à 1 million de vues, c'est bien. Mais en fait, si tu fais des reels qui parlent justement à ton audience et qu'après elles s'engagent avec toi, elles te disent, ah, mais du coup, ta maison, c'est par là. Comment je fais pour venir? Qu'est-ce que tu proposes concrètement? Il y a quoi comme salle, quelle ambiance? Ça va permettre de faire la différence. Donc oui, il est important de parler sur différents niveaux de conscience. En revanche, ce que je trouve important et qui peut constituer aussi une erreur, c'est ben, il y a des personnes qui ont un problème Mhm. exprimés, mais qui n'ont pas encore le niveau de conscience. Donc là, tu peux leur parler. Mais il y a des personnes qui ne sont pas encore au courant de leurs problèmes. Mhm. Donc là, je pense que c'est inutile d'aller s'épuiser sur ces personnes-là, de leur faire prendre conscience de leurs problèmes. Il faut que les personnes elles aient déjà une situation un peu problématique, qui les bloque dans leur quotidien, qui font, pour la naturopathe, qui font que, bah, que la personne, elle sait qu'elle a pris du poids, donc elle sait qu'elle a un problème identifié. C'est pas des problèmes qui sont pas identifiés, ce sera très compliqué d'aller communiquer sur ces choses-là et ça ne servira en fait à rien. Parce que si toi, tu as une offre, si tu es une entrepreneur, c'est pour impacter, faire bouger les lignes et c'est que tu as certainement une solution à apporter à un problème que des personnes rencontrent. Ou, Je- alors, on parle beaucoup de problèmes, je vais apporter une autre nuance aussi. Ça peut être aussi un plaisir. Il y a des personnes qui peuvent être en recherche de plaisir aussi, mais un plaisir où il y a quand même la partie problème. Je te donne un exemple. Moi, j'accompagne aussi une travel planeuse, donc elle organise des voyages pour des familles. En l'occurrence, c'est un voyage, c'est quelque chose, un plaisir, on va dire, c'est pas un problème. Mais derrière ce plaisir se cache un problème qui est ben, le fait de devoir organiser, le manque de temps de la maman qui n'a pas le temps. Ben oui, manque de temps, elle n'a pas le temps. En fait, c'est de trouver un peu ce qui fait un peu le sable dans les rouages de la personne. Complètement. D'où l'importance de la psychologie aussi.
Non, mais complètement parce que tu disais, il y a certaines personnes qui n'ont pas conscience de leurs problèmes. Et pour illustrer tout ça, parce que bah, depuis le début, on est vraiment dans les images, on va vraiment vous illustrer le truc un petit peu plus loin. Imaginons depuis le début, depuis toute votre vie, vous avez toujours eu mal au ventre. Quel que soit après manger, vous avez mal au ventre, vous vous levez, vous avez mal au ventre, vous avez tout le temps mal au ventre. Pour vous, c'est un état qui est normal. Pour vous, c'est la normalité. Vous avez toujours mal au ventre. S'il y a personne qui va venir vous taper sur l'épaule pour te dire, hé, c'est pas normal d'avoir chaud mal au ventre, c'est peut-être que tu as un problème ou de digestion ou une intolérance quelconque, vous allez rester dans cette méconnaissance complète de, bah, en fait, c'est normal, en fait, c'est mon état normal. Donc, en fait, le fait d'éduquer ces gens-là, comme tu le disais très bien, vu qu'ils n'ont pas conscience, ça va peut-être prendre beaucoup plus de temps parce qu'ils ne connaissent pas du tout leurs problèmes. Donc ici, il y a une vraie nuance à une personne qui a réellement un problème identifié, connu et qui veut faire la différence. Une personne qui se rend compte qu'il y a un problème, mais qui est encore dans le truc. Et une personne qui n'a complètement pas du tout connaissance d'un état normal, entre guillemets, en sachant qu'il n'y a pas de normalité, mais en tout cas un état où sa vie sera peut-être un petit peu plus facile. Donc ça, c'est vraiment des points que vous pouvez complètement prendre en compte dans votre positionnement. Et je trouvais que c'était hyper intéressant la manière dont tu l'as abordé. Euh, Quelles sont du coup les étapes? Parce que du coup là, on a parlé de tous les problèmes, des difficultés, mais également de l'importance justement de se positionner pour que les gens comprennent notre message. Quelles sont les étapes du coup pour créer ce fameux positionnement unique euh, sans que ce soit trop complexe et sans qu'on aille trop en profondeur? Parce que je pense que dans ces cas-là, il faut réellement se faire accompagner. Comme tu le disais, hein, très bien, ça va beaucoup plus vite quand on est avec un professionnel, mais au moins des étapes où aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent peuvent déjà passer à l'action. Ouais. Du coup, les étapes, ce serait de reprendre le triangle magique, mais je vais rajouter du coup une étape en plus. Donc, le triangle magique, de réfléchir à toi, ta marque, c'est-à-dire quelles sont, voilà, qu'est-ce que tu es, quelle est ta force, quelle est ta personnalité, qu'est-ce que tu veux véhiculer. Quelle est ton offre? Donc, quelle est ta proposition de valeur? Quelle est la troisième étape? C'est du coup comment tu le fais? Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu as une touch spécifique? Est-ce que tu allies deux choses? Moi, je sais que pendant un moment, j'alliais la partie énergétique avec le human design et la communication. Mhm. Maintenant, je le fais que sur mes accompagnements VIP, mais c'est un de mes outils, un de ma touch. Donc, pose-toi la question. Donc, c'est les trois étapes. Et on a oublié quelque chose qui, quand on est en entreprise, je te cache pas, on commence par ça. Mais là, on va finir par ça pour justement pas te biaiser et te t'affoler, on va finir par le marché. Le marché où, eh bien, je suis désolée de te l'apprendre, mais ton idée, elle existe déjà quelque part d'autre. Et il y a des concurrents. Sauf que tu as travaillé ton petit triangle magique et tu vas aller voir justement, eh bien, sur le marché, déjà, si un marché, c'est bon signe, c'est qu'il y a de la demande. Mais sur le marché, il y a d'autres acteurs. Il y a peut-être des acteurs que tu vas identifier. Si tu es naturopathe, effectivement, il y a d'autres acteurs, mais identifie ceux qui ont quand même une grande part de marché sur le marché que tu vises pour identifier, toi, ce qui te plaît chez eux et ce qui te déplaît. Tu te fais une colonne pour, allez, tu vas chercher 3 à 4 acteurs de ton secteur. Tu te fais une colonne pour te dire, OK, ça me plaît chez elle ou chez lui, ça me déplaît. Donc ça, c'est un petit peu ton étude de marché rapidement. Tu peux regarder dans les offres, etc. Dans ce qui te plaît, ce qui te déplaît, regarde aussi ce qui dégage en termes d'énergie, en termes de vocabulaire qu'ils utilisent, pour un peu voir que tu décèles un petit peu leur positionnement. En fonction de ça, tu le laisses de côté. Tu prends une feuille blanche et tu vas tracer deux axes. On est encore dans les maths, hein, au final, les maths, ça sert hein, pour faire un peu ton univers concurrentiel avec ton positionnement propre. Dans les deux axes, tu vas mettre des caractéristiques que tu as remarquées sur le marché. Je te donne un exemple. Voilà, on continue sur la naturopathie. Tu vas faire un axe où peut-être que tu as marqué en bas proximité et en haut froideur. Tu vois, parce que tu as remarqué qu'il y en a qui étaient hyper pro, mais très froid. Et voilà. Donc en fait, tu vas les mettre en fonction de l'axe, le premier axe. Et le deuxième axe, ça va peut-être être le côté hyper dans les plantes et le côté hyper dans la junk food. Tu vois, il y a peut-être des naturopathes qui se disent on remixe la junk food. C'est peut-être ça que tu as remarqué sur le marché. Donc, en fonction de tes deux magnifiques axes, tu vas positionner tes concurrents un petit peu où ils sont. Et toi, tu vas te dire, moi, avec mon triangle magique et avec ma touch, j'ai envie d'être la naturopathe funky qui est décomplexée, qui parle aussi bien de plantes et de junk food, et du coup, tu vas aller dans un territoire où ils sont pas encore là, où Mhm. en fait, en gros, c'est pas de te mettre exactement de copier le positionnement de tes confrères, de tes consoeurs.
Et donc là, tu repars avec ton triangle magique, ton analyse de marché avec ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas sur tes confrères et tes consoeurs, et avec ton axe de différenciation, de positionnement, où tu vas te dire, eh ben moi, en fait, j'agis là et je suis toute seule là et je vais aller à fond dans ça. Donc voilà un petit peu les étapes de positionnement que je peux proposer et qui permettent de passer vraiment à l'action concrètement. Ouais, et c'est hyper intéressant parce que du coup, ça va vous permettre de aussi vous différencier des autres et pas juste de travailler que sur vous. Mais parce que c'est vrai que moi, tu vois, je reçois beaucoup de messages tous les jours qui me disent, bah, la But First Academy, elle se différencie et je veux un peu me différencier aussi parce que faire comme tout le monde, pour moi, ça sert à rien. Et c'est un peu dans cet axe-là, tu vois, où moi, j'étais rentrée et je me suis dit, bah, ça sert pas à grand-chose. En fait, tout le monde propose déjà tellement de trucs. Et c'est vrai qu'à l'époque, les mêmes arrivaient petit à petit, mais c'était pas forcément quelque chose de très installé. Parce que ben, je pense qu'il y avait aussi une peur de pas être hyper pro, de transmettre une mauvaise image ou quoi que ce soit. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, en fait, ça fait complètement partie de ma personnalité, donc on y va. Aujourd'hui, vous voyez les mêmes partout. Mais à l'époque, il y a de ça, pas un an, hein, mais j'irais 6 mois, c'était pas du tout d'actualité. Les gens commençaient petit à petit à tâtonner, etc. Donc je sais que c'est un élément différenciateur de la But First Academy, mais pourquoi? Parce que j'ai très bien vu que ailleurs, les gens les utilisaient, mais pas de ouf. Donc n'hésitez pas à regarder aussi ce qui se passe autour de vous et comprendre un peu ce que vous voulez en retirer de ce que vous ne voulez pas du tout. Parce que ça, en fait, l'axe que tu as présenté, ça permet aussi de d'écarter toutes les pratiques que nous, on n'aime pas. Donc je pense que ça peut être un exercice qui est hyper pratico-pratique. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à réécouter cet épisode de podcast. Comme ça, vous refaites votre axe avec les bons conseils de Nathalie. Et si vous souhaitez aller plus loin, comment est-ce que toi, du coup, t'accompagnes les femmes? Quelles sont les méthodes pour lesquelles on peut travailler avec toi qui vont faire que, justement, on va travailler sur ce positionnement unique qui, je le rappelle, on l'a trop peu dit dans cet épisode, donc c'est important qu'on le rappelle. C'est pour moi la base centrale de tout ce que vous allez faire. Que ce soit par rapport au développement de votre offre, que ce soit par rapport à votre contenu, que ce soit par rapport même à votre customer care. Comment est-ce que vous souhaitez traiter les gens? Donc c'est vraiment, il y a une place ici centrale de cette notion-là. Comment est-ce que toi, tu aides aujourd'hui les femmes justement à développer ça? Ben justement, le positionnement, ça fait partie d'une des choses qu'on aborde dans tous mes accompagnements. Mhm. Sauf que justement, les personnes, elles sont à des niveaux de conscience différentes et elles ont envie de choses différentes. Donc moi, j'ai un accompagnement qui s'appelle Brand Story, qui permet justement aux personnes qui réinventent leur activité ou qui se lancent et qui trouvent qu'elles tâtonnent, on se focus justement que sur le positionnement en une séance et elles repartent avec leur Brand Storybook, qui est un peu, parce que dans le positionnement, on a abordé des éléments qui s'appellent aussi la plateforme de marque, mais donc c'est des éléments comme ça sur lesquels j'accompagne en one shot la personne. Après, j'accompagne aussi sur un accompagnement qui s'appelle Mix and Match, qui permet bah, de revoir l'offre, de revoir aussi la stratégie de contenu. Et après, soit les personnes elles soient autonomes sur leur com, soit elles peuvent bah, déléguer leur com avec la Reinvent Factory, ou soit profiter des cafés com, en fait, qui sont un moment où ensemble, on retravaille sur leur pilier de contenu et on aborde les thématiques qu'elles peuvent aborder en lien avec leur positionnement et leur objectif business du moment. Donc, il y a plusieurs manières dont j'accompagne. Et justement, ça montre qu'on peut avoir plusieurs offres en fonction des différents éléments de besoin. Donc, Complètement. n'hésitez pas à venir me voir sur ça. Et j'avais aussi envie de conclure sur quelque chose relatif à la But First Academy, parce qu'on a parlé de positionnement, tout ça. Mais quand on parle de ton positionnement, tu as parlé des mêmes, mais tu as quand même trouvé ta place sur le côté, toute ton offre, elle est orientée autour du café. Mhm. Il y a beaucoup de café autour de. Il y a souvent le rappel au café. T'as ta tasse de café, t'es habillé en couleur mocha quand même. Mhm. Donc en fait, tout ça, c'est hyper choisi et ça se montre dans ce qu'on veut véhiculer, ce qu'on est dans l'univers, etc. Et pour faire le parallèle avec le positionnement de la But First Academy, moi du coup, mon entreprise c'est Happy Healthy Funky. Mon branding, il est rose. Ouais. Moi, je suis une multi-passionnée, je vais dans tous les sens, j'ai plein d'énergie, donc vous avez vu comment j'ai parlé dans l'interview, c'est exactement moi. En fait, c'est pour montrer que le positionnement et sa touch, Mhm. elle est partout. Et en fait, l'incarner quand on est solopreneur et chef d'entreprise, c'est hyper important. Donc, c'est un peu la touch qu'on vous partage là et on incarne nous-mêmes ce que l'on évoque, donc c'est important. C'est marrant que tu parles de ça parce que pour le coup, ça peut paraître pas travaillé du tout, mais tout est fait exprès, que ce soit la couleur du rouge à lèvres,
que ce soit la couleur des vêtements en interview. Je vous invite à aller regarder les autres interviews podcast également. Vous verrez que je suis tout le temps ou en beige ou en noir. J'ai tout le temps un café parce que justement, comme tu le dis très bien, on incarne nous aussi notre marque. Et le fait d'être toujours dans des couleurs, dans des tons, même dans une tonalité de voix, même des tics de langage, etc., des éléments que vous ne vous rendez pas compte, mais qui sont faits exprès. Donc, comme tu le dis très bien, je pense qu'il y a aussi cette notion de connaissance de soi pour réellement incarner ce que l'on dit et ce que l'on est. Donc, si vous avez envie de faire ce travail-là et de vous inspirer, que ce soit tant du business de Nathalie, mais également de la But First Academy, je vous mets le lien juste en dessous. Un énorme merci à toi, en tout cas, pour cet échange. C'était hyper cool et hyper intéressant et surtout pratico-pratique. Donc, vraiment, faites les exercices, vous verrez, ça va vraiment déjà faire la différence. Merci et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Marine.